Charlotte, alors ce soir, vous avez décidé de nous parler des règlements de compte. On ne cesse de les commenter dans l'actualité sur notre antenne. Une note du ministère de l'Intérieur révèle que plus de 60 personnes, des personnes de celles qui sont blessées ou tuées dans des règlements de compte depuis janvier, ont moins de 25 ans. Ce qui veut dire qu'il y a un vrai rajeunissement de ces agissements en France aujourd'hui. Expliquez-nous. Alors, c'est vrai qu'on en parle très souvent, mais on en parle moins souvent qu'il n'y a de fusillades dans les rues en France. Donc, je veux dire, on a toujours du retard sur la réalité. Et par ailleurs, je pense qu'on ne perçoit pas bien ce qu'il est réellement en train de se passer, c'est-à-dire le basculement vraiment du trafic de drogue qu'on connaît depuis longtemps, qui par ailleurs est inhérent à n'importe quelle société. Mais là, on bascule, vous savez, le basculement d'un pays dans un narco-État, il y a des signes. Et personne ne les voit apparemment. Donc c'est quand même important de s'attarder un peu dessus, puisque en parlant des fusillades, en effet, on voit depuis des années, on voit des fusillades à Marseille, on en voit d'autres à Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Mais simplement, ces dernières semaines, on a vu émerger des noms de villes qu'on ne connaissait pas pour ça. On a Valence, Montpellier, Besançon, Nantes. Nantes, c'est 3 en une semaine, la semaine dernière. 3 fusillades en une semaine dans les rues de Nantes. Courrières dans le Pas-de-Calais, Villerupt en Meurthe-et-Moselle, Cavaillon, Avignon. On avait vu même un policier être abattu à un point de deal il y a quelques temps. Donc, on voit que d'abord, le phénomène se répand, on va dire, partout sur le territoire, dans des villes moyennes, voire plus petites. Alors, les victimes de ces règlements de compte, ce qu'on appelle assez rapidement des règlements de compte, puisque autrefois, il y avait des règlements de compte entre trafiquants sérieux, on va dire, c'est-à-dire les hauts des réseaux qui s'affrontaient entre eux quand par hasard ils se trouvaient. C'était plus rare parce que c'est des gens qui savaient se cacher, qui savaient se protéger. Ouais. Là, règlement de compte, c'est un peu vite dit dans la mesure où, globalement, l'idée, c'est que vous avez deux réseaux qui, en effet, s'affrontent, mais c'est moins une guerre de territoire qu'une guerre de clientèle. Donc, le but, c'est à la fois de terroriser le clan d'en face, mais également la clientèle. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Vous avez 3 fusillades sur un point de deal, il n'y a plus un seul client pendant 3 semaines. Donc, vous voyez qu'on a changé un peu, et le règlement de compte, quand vous allez tuer un petit gamin de 15 ans qui fait le chouf, vous réglez moins vos comptes que vous n'attaquez le trafic lui-même du réseau d'en face. Alors, les victimes, elles sont méconnues. On connaît simplement leur âge, en effet, et elles sont très jeunes. Alors, le ministère a dressé une pyramide des âges, et c'est Le Monde qui a eu accès hier. Donc, on a, à partir des informations des renseignements territoriaux, on sait désormais que 60%, en effet, des personnes blessées ou tuées ont moins de 25 ans. On a 73 victimes déjà recensées en 2023. Là, en quelques mois. Donc, 73 victimes, on en a 9 qui ont moins de 18 ans, 35 entre 18 et 25 ans et 29 qui ont plus de 25 ans. Par ailleurs, pour réaliser l'ampleur un peu de la situation, on a carrément une nouvelle catégorie statistique qui a été créée en 2021 par les services de police spécialisés qui s'appelle homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire entre délinquants. Donc c'est une nouvelle catégorie statistique. Donc c'est bien que ça devient un phénomène réel. En 2021, on en avait 203, 2022, 236 et en 2023, on est déjà à 122 contre 80 l'an dernier à la même période. Donc vous voyez que la croissance est bien réelle et évidemment 90% de ces règlements de compte, de ces attaques, on va dire, entre trafiquants est lié au trafic de drogue précisément. Alors justement, est-ce que c'est l'âge qui fait parler de mexicanisation du trafic et si c'est le cas, quelles sont les conséquences de telles pratiques aussi ? Alors, en effet, on a entendu parler de mexicanisation ces derniers jours. Alors, l'idée de la mexicanisation, c'est le recrutement, on va dire, de jeunes adolescents complètement inconnus dans le trafic, qui ne sont pas liés directement au clan et au réseau de la drogue. Et on les charge, eux, les petits adolescents recrutés, de faire le sale boulot, en l'occurrence, d'aller tuer, puisque c'est ça dont il s'agit très concrètement. Alors, on les recrute déjà initialement pour aller vendre, surveiller, etc. Et on les recrute désormais pour tuer. On a exactement le même phénomène avec des migrants clandestins et à peu près pour les mêmes raisons. Les raisons, c'est très simple, sur les avantages, on va dire, pour les trafiquants. Ils sont moins identifiés par la police, ils échappent. Ils ne sont pas connus, évidemment, à 15 ans, vous êtes moins connus qu'à 25 ans quand vous êtes dans le trafic. Bon. Ils ne sont pas liés directement au réseau, donc ils ne sont pas cartographiés, on va dire, ni par les renseignements, ni par la police, en tout cas moins. Et ils sont aussi plus fragiles, entre guillemets, devant la justice. C'est vrai quand vous êtes mineur, c'est vrai quand vous êtes migrant clandestin. On va pas refaire, on a fait 1000 chroniques là-dessus, on pourrait en refaire 1000. Mais voilà, on a une idée à peu près précise de la fragilité de ces profils-là devant la justice. Les conséquences, de manière générale, c'est qu'on a des parcours délinquants surréalistes, et je pèse mes mots. C'est-à-dire que quand vous commencez votre parcours délinquant à 15 ans en tuant,
Bon, bah, évidemment, à 25, on n'est plus sur un parcours délinquant qu'on connaissait il y a 10 ans. On a aussi des tueurs moins habiles, je mets des guillemets, c'est-à-dire moins entraînés, qui savent moins bien gérer le stress au moment de tuer, et les policiers le disent, et c'est pour ça qu'on a une nouvelle comptabilité qui est celle des victimes collatérales de ces règlements de compte, parce que vous passez à côté, bon bah voilà, ils défouraillent et ils savent moins bien le faire, entre guillemets, il y a beaucoup de guillemets là dans ce que je dis, mais bon voilà, on comprend ce que je veux dire, et par ailleurs, une baisse du prix, du coût de la vie, en réalité, et donc un marché dérisoire de la vie humaine, c'est-à-dire que même le coût de ces exécutions baisse drastiquement d'année en année. Alors, comme on a déjà parlé de ces choses-là, je me suis attardée sur le profil. On a vu à Marseille, là, il y a eu 3 personnes qui ont été visées, 2 qui sont mortes, sur le profil du jeune tueur à gages, puisque c'est de ça dont il s'agit, qui a été interpellé à Marseille. On l'a vu. Il s'appelle Matteo, il a 18 ans. Alors lui, il est lié à la DZ Mafia, qui est une mafia initialement algérienne, portée par des personnes algériennes. Et alors lui, il est poursuivi là, aujourd'hui, et incarcéré pour le double assassinat qui a eu lieu la semaine dernière. Il y en a un 3e qui est blessé. Il était déjà mis en cause dans une autre exécution. Et la crime, là, qui aujourd'hui est en charge de son profil, essaye de raccrocher aux différentes interventions. Il pourrait être impliqué dans 6 ou 7 autres assassinats ces dernières années. Il a 18 ans, le gamin. Bon. Et alors, son parcours, c'est simple. Il a proposé lui-même ses services sur Snapchat. Donc, tout ça se fait encore sur les réseaux sociaux. Donc, il propose, les trafiquants vont les recruter sur les réseaux sociaux. Et le deal est clair. C'est-à-dire qu'il a interdiction de paraître à Marseille. Donc, il n'est pas lié à ces réseaux-là. Il n'est pas de Marseille. Il a interdiction de paraître à Marseille, sauf les jours où il doit remplir les contrats qu'on lui donne. Donc, c'est un tel ou tel point de deal, plus exactement. Tu vas tirer là-bas. On lui fournit le jour J des armes et des voitures volées donc les armes évidemment pour tuer et les voitures volées qu'il abandonne immédiatement après avoir rempli sa mission. Et il a un ordre dès le début, c'est de se filmer la première fois qu'il va tuer, se filmer pour prouver que la mission est accomplie à ses commanditaires qui sont en l'occurrence à l'étranger. Et alors... L'histoire, c'est qu'il se filme, il est très très fier, il se montre devant le cadavre, il envoie ça à ses commanditaires, et la fois d'après, qu'est-ce qui se passe ? Les commanditaires, ils lui disent « Alors, merci beaucoup pour la vidéo, alors maintenant, si tu ne vas pas remplir la 2e mission, qui coûte moins cher, on envoie la vidéo soit au clan d'en face chez qui tu as tué, soit à la police très directement. » Donc, vous voyez qu'il y a une motivation, entre guillemets, supplémentaire pour réussir les missions d'après. En tout, lui, il aurait touché, donc il est impliqué potentiellement dans au minimum 9 assassinats, il aurait touché 200 000 euros. Donc vous voyez que la vie ne vaut plus très cher. Oui. Et derrière ces meurtres à répétition, là en l'occurrence, je m'attarde encore sur ce profil-là pour bien comprendre, on a 2 caïds du narcobanditisme qui sont surnommés Tic et Féfé, c'est quasiment mignon. Bon. Alors eux, ils étaient anciennement associés dans les quartiers nord de Marseille, ils avaient le même point de deal, ils se sont battus dans une boîte de nuit en Thaïlande, probablement en vacances. Et depuis, ils ont séparé leur réseau et ils sont en fuite tous les 2 à l'étranger. Et ils gèrent, alors on ne sait pas évidemment le nombre de points de deal de points stup qu'ils gèrent aujourd'hui. Début mars, pour vous dire, à Marseille, le ministère de l'Intérieur recensait 123 points stup. Et chaque point rapporte en moyenne 50 000 euros par jour. Donc vous voyez l'argent que génèrent ces personnes-là. Ouais. Donc évidemment, tout ça n'a plus plus rien n'a de poids en réalité sur eux. D'autant plus qu'en effet, en l'occurrence, ils sont à l'étranger. Alors, évidemment, on évoque Marseille. Marseille qui a une histoire particulière liée au grand banditisme. C'est pratiquement structurel dans certains quartiers de la ville. Mais comment expliquez-vous le fait que maintenant, ces méthodes aussi se retrouvent ailleurs en France ? Eh bien, la consommation, clairement, de cocaïne a explosé. Le cannabis, on n'en parle même plus. D'ailleurs, les policiers, les forces de l'ordre, de manière générale, chargées des stupes, vous disent le cannabis, on s'en occupe à peine. C'est terminé. Je veux dire, la guerre est perdue. On s'en occupe à peine parce qu'il y a tellement de drogues beaucoup plus dures, comme on les appelle, même si il y a débat, on va dire, sur la qualification du cannabis. Mais en l'occurrence, c'est la cocaïne qui a clairement envahi le pays. Il y a aujourd'hui 3 points d'entrée. Il y a d'abord le fret, alors c'est le plus récent peut-être, le fret par la poste, énormément, notamment à Bordeaux, il y a eu beaucoup de reportages qui avaient été faits parce qu'ils sont en train de travailler là-dessus. Via les colis, eux disaient, ce sont nos nouvelles frontières, les colis qui arrivent par la poste et tout le fret.
parce que là-dedans, la drogue arrive par ce biais-là et se répand évidemment partout où arrivent les colis. La deuxième porte d'entrée, ce sont évidemment les ports français. Alors là, vous avez tous les ports qui sont impliqués. On parle beaucoup du Havre, mais on a Brest, Nantes, Bordeaux, Le Havre, Marseille, Dunkerque, Caen. Et là, c'est pareil. Tous les containers qui arrivent dans ces ports-là, ils sont répartis ensuite à peu près partout. Par ailleurs, quand vous allez dans un container qui est, on va dire, fouillé, eh ben vous en mettez dans tous les containers d'à côté, vous perdez une petite dose et tout le reste passe évidemment. Et il y a je vous parlais tout à l'heure du basculement dans le narco-État. Il y a un point, par exemple, qui est extrêmement surveillé, c'est la corruption. Or, vous avez une augmentation considérable du nombre de professionnels portuaires qui ont été arrêtés ces dernières années. C'est en augmentation constante. Vous avez les dockers, les grutiers, les manutentionnaires. Et vous voyez derrière l'inquiétude, on avait parlé du procureur de la République de Paris qui s'était inquiété de cette possibilité de corruption. Quand vous voyez les débats récurrents que l'on a sur les magistrats qui sont très mal payés, qui sont absolument en surcharge de travail, sur les policiers qui sont très mal payés, et que vous voyez que la corruption, elle est déjà dans les ports, il faudrait peut-être réfléchir à cette question. Et évidemment, la troisième port d'entrée qui explique d'autant plus la répartition, ce sont les fameuses mules guyanaises. Alors là, un seul chiffre. On en arrête à peu près 300 par an. Donc, c'est ces Guyanais, ou Guyanaises d'ailleurs, qui ingèrent directement la cocaïne, qui arrivent en avion et qui expulsent la cocaïne par voie naturelle. Faut avoir envie quand même, faut s'en rappeler au moment de consommer de la cocaïne peut-être. Et qui, elles, sont arrêtées la plupart du temps dans les gares ou dans les trains directement. Pourquoi ? Parce que les trafiquants guyanais ou surinamais, puisque c'est eux qui gèrent ce trafic-là, ils ont compris que dans les cités, le marché était saturé, et donc eux, ils investissent dans la France périphérique. Et les forces de l'ordre, elles parlent de groupes en voie de structuration rapide. On en arrête à peu près 300 par an, et les policiers estiment qu'il y en a entre 10 et 30 par vol. Entre la Guyane et la métropole, c'est 2 vols par jour. Oui, mais c'est ça, on peine à croire qu'on puisse pas endiguer ce phénomène, ne serait-ce que pour les avions en provenance de Cayenne. Mais pour vous dire, là, l'année dernière, le procureur en Guyane, pour vous dire à quel point on est débordé, en dessous de 1,5 kg de cocaïne, il demandait de réduire les poursuites ou de ne pas emprisonner, je ne sais plus quelle était la décision exacte, tellement on est submergé sous la poudre blanche.